3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce samedi? Moi c'est la grande forme, ça y est, la NBA a repris, je suis bouillant et ça me motive encore plus à l'idée de partir avec vous en mode coast to coast. Parce que ouais, lundi sur Twitch, vous avez voulu que je parle de Ja Morant, et ça me chauffe, vu qu'il est l'un des joueurs les plus attendus de la saison. Le mec a progressé absolument chaque année depuis sa draft, et à 23 ans c'est certain, il en a encore sous la semelle, mais justement, à quel point? Peut-il encore step up, après avoir atteint son niveau de ouf? Si oui, comment? Et quel est son max? Des questions, ça en fait, et c'est bien celle-ci que nous allons étudier aujourd'hui, et alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quel est le plafond de Ja Morant? Pour évoquer Ja et répondre à la question du jour de la meilleure façon possible, je suis obligé de commencer par parler de sa progression fulgurante. Le mec, depuis qu'il est arrivé en NBA, drafté à la 2e position en 2019, rafle juste absolument tout. Entre son trophée de Rookie of the Year la première année et son élection All-Star en seconde team l'an dernier, couplé à son trophée de MIP récompensant la meilleure progression, de l'eau a semblé couler sous les ponts. Et pourtant, entre toutes ces distinctions, il ne s'est passé que 2 ans. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de sa carrière ou de son parcours, je l'ai déjà assez fait dans des vidéos précédentes, mais ce qui est impressionnant, c'est de s'apercevoir à quel point les choses et les perceptions changent à son sujet. En fait, c'est comme si depuis sa draft, il voulait faire payer tout le monde de ne pas avoir assez cru en lui. Le mec, soir après soir, joue avec une intensité incroyable, et année après année, il s'affirme de plus en plus comme l'un des jeunes talents les plus brillants de la Grande Ligue. Il faut dire aussi que quand tu tournes à plus de 27 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne dans l'équipe qui obtient le 2e meilleur bilan de la ligue, c'est assez logique que tu crées le buzz et que tu changes de statut. De jeunes pépites prometteuses, il s'approche désormais d'un niveau de superstar, avec une fanbase qui de jour en jour s'étoffe, prouvant aujourd'hui le respect qu'il a su obtenir. Et pourtant, ce respect, il a peiné à l'avoir, lui qui cependant a toujours cru en lui. Limite, il y a 1 an encore, on se foutait de sa gueule, on le traitait de jeune prétentieux quand il affirmait se retrouver déjà dans le top 5 des meilleurs meneurs de la ligue. Aujourd'hui, plus personne n'a rien à dire à ce sujet, et ça montre à quel point, encore une fois, il a su fermer des bouches. Tous les ans, il est revenu plus fort que la saison précédente, avec de nouveaux skills dans ses bagages et des progrès flagrants, jusqu'à aller s'afficher à la 8e place pour le trophée de MVP l'année passée. La hype autour de lui, ça commence à être un truc de zinzin, et à seulement 23 ans, c'est normal, on s'attend à ce que là il débarque encore meilleur. Et le truc important, je pense, c'est qu'à mon avis, il en a des choses à prouver encore, et des bouches à fermer, car de ce que je lis, il n'a pas encore fait totalement l'unanimité à travers les fans de la ligue. Autant ses supporters sont dithyrambiques à son propos, parfois trop, autant d'autres observateurs sont plus sévères, et pour certains, le buzz qu'il engendre, qui est on l'a dit de plus en plus fort, fait de lui un joueur hyper surcoté, en raison de l'amour que lui vouent ses fans. Quand on voit que sur l'année civile 2022, Morant est le joueur NBA qui a vendu le plus de maillots, on ne peut qu'en conclure qu'il est l'un des chouchous de la ligue. Et c'est justement cette hype, ce buzz, voire même cette adoration, qui font qu'il est très difficile de rester lucide quand on analyse son niveau actuel. Le fanatisme qu'engendre Morant entraîne beaucoup de ses admirateurs à ne plus avoir de limites quand ils parlent de lui, et ils ne sont pas les seuls, on le verra plus tard. Mais restons sur terre, ok, il est très fort, mais à 23 ans, évidemment qu'il a des axes de progression encore, et des aspects sur lesquels il doit mûrir, c'est logique. Attention, hein, je ne dis pas que son niveau n'est pas exceptionnel, sans ça il ne se retrouverait pas aux côtés de Nikola Jokic, Kevin Durant et LeBron James, dans le cercle très fermé des joueurs qui ont cumulé au moins 27 points, 5 rebonds et 6 passes la saison passée. Cela dit, malgré toutes les cases qu'il a cochées et tous les accomplissements qu'il a déjà réalisés, on peut parfois penser qu'à son propos, on en fait un petit peu trop. N'y aurait-il pas un poil trop d'enflammade concernant le meneur des Grizzlies ? Eh bien je ne dis pas oui, je ne dis pas non, en tout cas pour l'instant ça se peut, et justement le but de cette vidéo va être d'analyser et de débunker ça. Déjà, s'il y a enflammade, est-ce qu'on peut en vouloir aux fans? Absolument pas. Heureusement j'ai envie de dire que les gens s'enflamment pour ce genre de jeunes gamins qui sont hyper spectaculaires et qui pètent tout d'un point de vue de leur niveau basket, c'est aussi pour ça qu'on aime la NBA. Et quand on voit à quel point certains analystes, si on peut considérer Kendrick Perkins comme tel, s'enflamment eux aussi à propos de Ja Morant, je ne veux jeter la pierre à personne. Ja Morant possède un plafond jordanesque. Quand MJ est arrivé dans la ligue en 1984, personne ne l'imaginait faire sa place comme ça, au milieu de gars comme Larry Bird, Isaiah Thomas et Magic Johnson. Et d'un coup, alors qu'il avait été choisi à la 3e position de la draft, il est arrivé au sommet. Ja Morant est un pick numéro 2, chaque année il arrive meilleur et chaque année il choque le monde. Il fait son truc et il gagne, il y a des similitudes. Vous la voyez par exemple, l'enflammade aussi, autant j'adore Ja Morant, il est très fort, mais c'est quand même bien trop tôt pour dire qu'il peut finir dans la discussion pour être le GOAT, désolé Kendrick. En revanche,
revanche, je suis complètement d'accord pour dire que son plafond est très élevé. Ja est un phénomène, qui méritait probablement mieux que la deuxième place lors de la draft 2019. Mais bon, c'est comme ça, il y avait Zion, qu'est-ce que tu veux y faire? Mais bref, que Ja soit un phénomène, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. La vraie question dans cette vidéo, c'est jusqu'où va-t-il aller? Eh bien, pour répondre à cette question du mieux possible, moi je veux analyser son jeu, à commencer par son explosivité. Et là, franchement, il suffit de le regarder quelques secondes, quelques minutes sur un terrain, pour se rendre compte qu'il est juste l'un des joueurs les plus électriques de toute la ligue. Semaine après semaine, il squatte les premières places des top 10, grâce à sa capacité de jump de fou furieux, en éclatant des tomards ou en posant des contres d'une violence assez inouïe. Ça, vous imaginez bien que ça plaît aux fans, et ça, vous comprenez bien que ça joue un gros rôle dans l'enflammade. C'est peut-être pour ça que certains pensent qu'on le surcote, parce qu'on le voit partout, limite trop, mais désolé, ceux qui pensent que Ja Morant n'est qu'une machine à highlight n'ont pas capté grand chose. En plus de ses qualités athlétiques assez exceptionnelles, il possède une capacité à attaquer le cercle que peu de monde possède dans la grande ligue. En mixant un super handle, un vrai sens du timing, des appuis précis et une détente de fou, il est capable de changer de tempo pour s'infiltrer dans le moindre espace et trouver son chemin vers le cercle. Ensuite, sa capacité à finir de façon élite dès demain augmente encore le niveau de cette qualité. Morant ne va pas que très vite très haut, il utilise aussi très bien son dribble pour se faufiler dans les défenses et ses changements de rythme constants le rendent super imprévisible. Et ce qui est fort, c'est que malgré ses crosses et ses hésitations, il arrive à prendre le temps de lever la tête pour voir exactement comment sont positionnés ses adversaires et mieux sanctionner ensuite. Le mec s'est juste fait une spécialité dans la statification de ses vis-à-vis en 1v1, j'adore. Toute la panoplie pour s'approcher du cercle, quel que soit le défenseur, il la possède. Et si en face de lui, il a un pivot trop grand, trop agressif, il saura aussi tout à fait se stopper avec un appui de pied pour balancer un flotteur dont il a le secret. Ça aussi c'est pas mal. En gros, pas besoin d'écran pour Morant, il se débrouille pour créer ses drives tout seul. Ajoutons à ça un super body control dans les airs et une vraie faculté à encaisser le contact, et vous comprendrez à quel point, dans le domaine, Ja est un crack. Sa finition est d'ores et déjà élite, en violence comme en finesse, et les foules ne se lasseront jamais de le voir poser d'énormes tomards ou des circus shots, moi non plus d'ailleurs. Avec plus de 16 points par match inscrits dans la peinture l'an dernier, il était juste le joueur qui scorait le plus de toute la NBA dans cette zone, devant les pivots. Cette stat, je ne vais pas insister dessus, elle est tellement folle qu'on l'a déjà énormément répétée partout. Mais en fait, ce que j'aime, regarder son shot chart, c'est qu'en plus de prendre beaucoup de tirs dans la raquette, il est hyper efficace, avec des pourcentages bien supérieurs à ceux de la moyenne de la NBA. Shooter à plus de 49% au global, c'est juste très très fort lorsque l'on pèse à peine 78 kg. Mais allez, maintenant prenons des pincettes. Tout ça, c'est bien beau, c'est très fort. Mais on le sait, aujourd'hui, dans la NBA moderne, c'est très difficile d'exister, notamment au poste 1 quand tu ne possèdes pas de shoot. Et ce secteur, clairement, on va mettre des mots. Sur les mots, ça ne représente pas sa spécialité, même s'il y a eu des progrès. Et ça c'est dommage parce que je pense que ce serait une qualité super importante à développer. Aujourd'hui, et c'est normal, il est de plus en plus scouté, les défenses s'adaptent, ils l'attendent et ferment complètement la peinture face à lui. Là, si tu lui ajoutes un shoot et que ça lui permet encore plus de varier son jeu, j'imagine même pas à quel point il pourrait devenir létal offensivement. Alors dans ce secteur, au premier abord, on pourrait avoir l'impression qu'il a réussi à changer son jeu, en tentant désormais 4,5 triples par match et en réussissant plus de 34%, sa meilleure adresse en carrière. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si sa réussite est pour le moins enthousiasmante, au final, il n'a pris que 22% de ses tentatives totales à 3 points l'an dernier, contre 25% en fait la saison précédente. Le bilan est donc parlant. En quantité, il shoot plus à 3 points qu'il ne l'a jamais fait, mais en termes de proportion, il tire moins, vu qu'en parallèle, il a multiplié toutes ses tentatives de shoot. Heureusement, il reste encore la zone intermédiaire, pour espérer qu'il puisse varier son jeu, mais là encore, sur ses mid-range, Morant n'excelle pas forcément. Si dans cette zone de plus en plus utilisée dans la NBA moderne, il tente aujourd'hui 32% de ses tirs, une progression de 7% par rapport à l'année précédente, on s'aperçoit vite que ce n'est pas souvent fait de façon classique, comme pourrait le faire un Chris Paul en pull-up par exemple. Non, Morant, lui, privilégie de longs flotteurs, qui, de fait, en étant souvent en déséquilibre, sont moins efficaces. Là encore, les chiffres parlent, parce que sur ses shoots à mi-distance, Morant n'affiche une adresse que de 42% au global, c'est très moyen, contre 55% par exemple pour Chris Paul qui est un spécialiste dans le domaine. Maintenant, je ne dis pas non plus que son shoot, que ce soit à mi-distance ou à 3 points, est catastrophique, loin de là, d'autant plus que ses pourcentages augmentent avec le temps. Ce que l'on peut en conclure néanmoins jusque-là, c'est que son jeu manque peut-être un peu de variation, et s'il est élite pour ce qui est d'attaquer le cercle et de finir dans la peinture, c'est beaucoup moins le cas lorsqu'il s'éloigne un peu.
Tant qu'il gardera ses qualités athlétiques, je ne douterai pas du fait qu'il pourra atteindre les 25 points par match les yeux fermés, grâce à sa capacité de finition, mais son jeu offensif pourrait cependant vite présenter certaines limites sans progrès significatif dans le shoot. Après, ne soyons pas fatalistes, car comme on l'a dit, c'est notable, des progrès sont en cours, au moins au niveau de la réussite. Cependant, moi je suis persuadé que son shoot reste l'un des axes de progression qu'il devra vraiment poursuivre, et sur lequel ce serait vraiment intéressant qu'il step up. Son coach Taylor Jenkins en est d'ailleurs bien conscient. Quand Ja deviendra un shooter de très haut niveau, il sera inarrêtable. Il l'est déjà plus ou moins actuellement, mais il le deviendra encore plus. S'il veut poursuivre ses objectifs, c'est-à-dire gagner des titres, il devra bosser là-dessus au quotidien. C'est ce que nous voulons, et notre approche est vraiment en train de changer à ce sujet le concernant. C'est ça, avoir augmenté ses pourcentages, c'est déjà très bien, mais maintenant je veux qu'il continue encore plus, et surtout qu'il prenne un plus gros volume de tirs, afin de varier encore son jeu, et afin de devenir encore plus imprévisible. Maintenant, ce qui est positif, c'est que chez les Grizzlies, vous l'avez vu dans le discours de Jenkins, on en est conscient, et on ne se voile pas la face en se cherchant de fausses excuses. Alors maintenant, espérons que les progrès suivent, avec moins de flotteurs compliqués de sa part, plus de pull-up à mi-distance et plus de tentatives à 3 points. Il n'y a que comme ça qu'il deviendra une arme offensive complètement élite, encore plus incroyable que ce qu'il ne l'est déjà, et ce qui semble cool, c'est que le train est déjà en marche. Actuellement, de ce que j'ai lu, il travaille d'arrache-pied avec tout un tas de spécialistes. Ensemble, ils se concentrent sur le moindre détail, de la position du poignet à celle des appuis jusqu'à celle des hanches, afin d'éliminer tout mouvement parasite dans son geste, et lui permettre de gagner à la fois en réussite et en confiance. C'est hypant. Je me dis qu'à force de taf et de répétition, les progrès, même s'ils sont lents et minimes, devraient continuer à se montrer, ça me plaît. Imaginez juste le joueur qu'il pourrait devenir avec un tir constant et régulier qu'il n'hésiterait plus du tout à tenter. Et puis ce qui est satisfaisant, c'est qu'aujourd'hui, même si avant tout, Morant est un meneur-scoreur, il reste tout de même un très bon playmaker en parallèle. Ce qui est marrant, c'est que justement, à la fac, je le prenais avant tout pour un playmaker à la base, lui qui est devenu seulement le 3e joueur de l'histoire de la NCAA à conclure une saison entière sur une moyenne de plus de 10 caviars par match. Cela dit, aujourd'hui, c'est notable, son rôle et son statut ont changé, et il est bien plus qu'un simple distributeur. Et si ses chiffres à la passe ne sont pas aussi élites que ce que l'on aurait pu imaginer, quand même, les qualités restent présentes. Parce que oui, lorsque l'on regarde le profil de Ja Morant, à première vue, on pourrait penser qu'il pourrait tomber très vite dans le cliché du joueur individualiste exceptionnel, en 1 contre 1, mais qui joue que pour sa gueule. Mais c'est pas le cas, c'est vrai que son jeu s'axe de plus en plus sur le scoring, et que l'an passé, il a délivré moins de passes décisives que lors de sa saison rookie, mais de là à dire qu'il a une tunnel vision, comme je l'entends parfois, je ne suis pas d'accord. L'an dernier, le meneur des Grilles se retrouvait encore tout de même dans le top 16 des meilleurs caviar diseurs de la NBA, avec une moyenne de 6,7 passes D par match, engendrant plus de 17 points marqués par ses coéquipiers en provenance de ses offrandes. C'était pas non plus complètement exceptionnel, mais ça reste très propre. Aujourd'hui, c'est vrai, il va moins organiser le jeu en half-court que ce qu'il le faisait à la fac, mais c'est le système des Grizzlies aussi, et en parallèle, il est devenu un spécialiste du drive and kick. Là encore, il utilise au maximum ses qualités exceptionnelles en drive pour attirer tous les défenseurs à lui, et ensuite c'est jackpot. Ses coéquipiers n'ont plus qu'à se positionner derrière la ligne à 3 points ou à couper dans le tempo pour profiter de la très bonne vision de jeu de leur meneur et sanctionner dans une position très favorable. Là-dessus, dans le jeu fixe, je distribue, Morant est très fort, d'où la nécessité de l'entourer avec de bons snipers. Et si à ça on ajoute que des intérieurs comme Jaren Jackson Jr. ou Steven Adams arrivent très bien à se faire oublier au dunker spot et récupèrent de bons ballons, que ce soit sur pick and roll ou post-drive, ça commence à faire pas mal de choses et beaucoup de cibles que peut atteindre Morant. De plus en plus également, et ça il faut le noter, il augmente ses chiffres dans les hockey assists, c'est-à-dire la passe avant la passe, et là encore il est top 20 dans la ligue, ça va. Cela montre en tout cas à quel point il est capable de s'inscrire dans un collectif et n'est pas non plus un joueur totalement individualiste. Ce qui est certain, c'est que la gravité qu'il engendre offre tout un tas de solutions à ses coéquipiers, et ça il sait en profiter. Alors ok, parfois encore il fait des erreurs dans la prise de décision, va forcer un drive au lieu de ressortir la gonfle, ou envoyer une passe bien trop télécommandée, qui explique sa moyenne de 3,4 balles perdues par rencontre. Le fait qu'il soit le meilleur scoreur dans la peinture de toute la ligue ne veut pas dire qu'il doit aller au cercle à tous les coups. Mais ça je trouve il le comprend de mieux en mieux, et même si dans le playmaking il ne fait pas partie de la crème, du super gratin, je trouve que quand même dans ce secteur il s'en sort très bien. Ses lectures sont souvent bonnes et sa volonté de partager est bien présente, et ça encore, ça ajoute aux éléments qui permettent de prouver que offensivement, Ja Morant est un joueur à part. Sauf que vous me connaissez bien désormais et vous vous doutez bien que l'attaque à elle seule ne va pas me suffire, il va falloir aussi qu'on parle
parle de la défense pour analyser le vrai niveau de jeu de ce joueur. Et ça on va en parler, mais avant il faut que je vous parle d'un truc. Il y a quelques semaines, je me suis lancé le défi fou d'atteindre les 50K de manière anticipée avant le début du mois de novembre. Mon premier objectif c'était avant 2023, mais autant augmenter les ambitions. Il me reste à peine quelques jours pour en arriver là sur YouTube, mais en même temps il manque quoi, 250, 300 d'entre vous, c'est hyper peu, il y a encore moyen. Alors go, go, go! Si vous aimez mon contenu et que ce n'est pas encore fait, allez cliquer sur ce bouton rouge. Et puis si vous avez plusieurs comptes, c'est pareil, on les abonne tous. Parlez-en à tout le monde, à vos proches, à vos voisins, à votre sœur ou à votre chien. Je vous réserve une vidéo toute particulière pour les 50K et vraiment j'ai trop hâte de vous la partager. Let's go! Everybody, on the track! Mais allez, revenons à la défense de Ja, et là encore, si lui joue dans une équipe des Grizzlies qui performe super bien dans le domaine, pour sa part ce n'est pas sa spécialité. Parfois j'ai l'impression que heureusement qu'il a des coéquipiers qui s'arrachent, ça permet de le planquer un minimum. Voir que parmi les joueurs majeurs, il est et de loin celui qui possède le pire defensive rating de son équipe, c'est parlant en vrai, mais je pense que la situation est encore plus complexe que ça. Très souvent, il est ciblé par les attaquants adverses sur les switches, c'est réel, et clairement, quand on voit les qualités défensives des coéquipiers de Morant, l'attaquer directement représente sûrement le meilleur moyen d'aller scorer. Pourtant, je lis souvent ce que ses fans retiennent avant tout, ce sont ses interceptions et ses contres en haute altitude. Mais est-ce que ça suffit pour faire d'un joueur un bon défenseur? Je suis pas sûr. Vraiment déjà, je le trouve très bon pour se positionner sur les lignes de passe et anticiper, afin de voler des ballons, c'est un bon point. En parallèle, entre son jump et son sens du timing, il est aussi excellent pour dévier des tirs. Et parfois, son explosivité lui permet de rattraper un retard qu'il a pris au préalable. Cependant, en contrepartie, ça l'oblige à beaucoup gamble et à souvent se faire piéger. Mettre des contres et voler beaucoup de ballons ne fait pas forcément de toi un super défenseur. Par contre, ce que je veux mettre en valeur de ce côté-là du terrain, c'est sa volonté et son activité. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il avait fait de réels progrès dans ses choix et dans le focus qu'il affiche. Ça lui permet de ne pas être horrible dans le domaine. Ça, je veux bien l'admettre, je n'ai pas de souci avec ça. Quand t'es concentré et que tu as envie, souvent, ça suffit pour faire le minimum en défense. Néanmoins, dire que ça suffit pour être efficace dans le domaine, ce serait faussé, et bien souvent, il peut se retrouver heureux d'avoir derrière lui des Jaren Jackson Jr. et des Steven Adams qui vont compenser en second rideau. Mais je ne vais pas non plus totalement lui jeter la pierre, là encore, parce que ce qu'il faut noter, c'est les progrès qu'il a fait. Des progrès lents, presque invisibles, mais des progrès quand même. Déjà, je pense que c'est dû à la prise d'expérience et de maturité, je trouve qu'il communique mieux sur pick and roll, ce qui lui permet d'appeler l'aide quand il faut, et de limiter la casse. De plus, en se jetant moins, il reste mieux en face de son vis-à-vis, et ça aussi, ça se voit dans les stats avancées, plus les saisons passent et plus leur adresse baisse face à Ja, c'est positif. Ce que j'aime également, c'est son activité au rebond, domaine où avec ses 5,7 prises par match, je le trouve très concentré. Bien sûr, parfois ça peut laisser un peu trop d'espace aux attaquants, lorsqu'il anticipe trop, mais moi ce que je note aussi, c'est que c'est bien par un rebond qu'on finit une défense, et ça il sait le faire. Ça permet à Memphis ensuite de partir rapidement en transition, et ça encore, ça ajoute une nouvelle force à sa team. De plus, et c'est plaisant, il ne refuse jamais un gros défi, et ne se cachera pas pour se tester face à une autre superstar. Morant n'a peut-être pas le physique pour éteindre les meilleurs point guards en 1 contre 1, mais on le sent, jouer avec d'autres morts de faim dans le domaine l'aide à se surpasser, et ses progrès dans l'attention et la défense collective lui permettent de faire le job, au moins partiellement. Donc pour conclure sur cet aspect, je pense déjà que non, Ja Morant ne sera jamais un défenseur d'élite. En revanche, sa prise de maturité, son attention et son agressivité devraient, je pense, au moins à terme lui permettre de se retrouver dans la moyenne. La moyenne basse peut-être, mais la moyenne quand même. Et cette agressivité, ce côté mort de faim que Ja Morant possède, il les doit, à mon avis, à un mental de guerrier, qui est probablement la plus grosse clé de son niveau jeu actuel. À chaque fois qu'il est sur le parquet, que ce soit en saison régulière, en playoff ou même en pré-saison, c'est pour en découdre. Il est définitivement l'un de ces gars qui a une puce sur l'épaule, comme le disent les Américains, a chip on the shoulder, qui constamment a quelque chose à prouver, et ça, ce caractère, cette attitude, j'avoue que ça fait kiffer. Comme on l'a dit, il a quelques limites, mais pour les compenser, il se bat, il trouve d'autres moyens d'être efficace, et ça c'est plaisant. Le contact physique ne l'effraie absolument pas malgré son poids de crevette. Au contraire, il le recherche, et en parallèle, j'aime beaucoup comment il peut être guidé positivement par ses émotions. Il implique ses coéquipiers, les motive, va les checker, et il ne semble avoir qu'un seul but, les prendre tous avec lui dans le train qui ira vers la win. Ça pour moi déjà, ça soulève un tempérament de leader super impressionnant pour un gars de son âge. Il est un modèle par l'exemple, avec une énergie et une combativité contagieuse qui ébouillante les fans et permet à toute sa team de donner ses tripes sur le terrain. Ça aussi, ça fait qu'on a facilement de l'affection pour Morant, et en plus il joue avec le sourire. Pour moi, ces éléments ne trompent pas, ça montre qu'il est un joueur en pleine confiance, capable de rentrer dans la zone tous les soirs, et notamment prendre ses responsabilités de A à Z dans les moments importants.
Parce que ouais, en plus de ça, Morant est un joueur très clutch, qui ne va pas se laisser abattre par une situation difficile ou quelques points de retard. Même s'il ne met pas tous ses buzzer beaters, évidemment, au moins, il n'hésitera pas à les tenter, et ça, quelle que soit la situation qu'il ait connue auparavant. Pour moi, l'exemple le plus parlant pour illustrer ça, s'est passé pendant les playoffs de l'année dernière, lors du deuxième tour face aux Warriors. Lors du match 1, il a le ballon de la gagne, il part sur sa gauche, mais Klay Thompson et Stephen Curry défendent très bien, victoire de Golden State. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite lors du match 2 ? Eh bien, en plus d'avoir inscrit 47 points au total, il s'est permis de mettre les 15 dernières unités de sa team. Tout ça avec un œil gonflé suite à un choc reçu plus tôt dans la rencontre. Comme quoi, ce n'est pas un échec, même en playoff, même face aux futurs champions en titre, qui va le stopper. Et ça, on kiffe ce côté revanchard qui l'anime. Si d'habitude il donne déjà 100% sur le terrain, dans les situations où il veut se rattraper, il arrive même à donner 110%, c'est assez exceptionnel. Son mental d'acier fait de lui, à 23 ans, déjà l'un des tout meilleurs clutch players de la ligue, et ça montre à quel point dans sa tête il est costaud. Donc si l'on fait le bilan jusque-là avec Ja, on a un joueur qui peut et qui doit encore faire des progrès au shoot et en défense, mais qui compense avec une grosse énergie, des qualités de drive impressionnantes, un bon playmaking et surtout une combativité titan. Rien que ça, on l'a vu l'an dernier, ça peut suffire pour faire le job, et bien en plus, d'autant plus qu'il est voué à progresser. Il y a donc de quoi être très optimiste pour la suite, mais à mes yeux, il y a encore quelque chose qui pourrait le stopper, les blessures. Et là, ce qui saute aux yeux lorsqu'on le voit jouer, c'est qu'il possède un jeu à risque, et certaines de ses réceptions post-dunk font carrément serrer les fesses. L'an dernier, il a connu des soucis au genou, au dos, à la cuisse, et même si à chaque fois il n'y avait rien de vraiment sérieux, ça l'a quand même privé de toute la fin de ses playoffs. Pire encore, cela devient un peu une habitude alors qu'il n'en est qu'à l'aube de sa carrière. Depuis sa draft, chaque année, il manque de plus en plus de matchs, jusqu'à 25 en saison régulière l'an dernier, et je veux bien comprendre que les Grizzlies prennent leurs précautions, mais ça peut quand même mettre la puce à l'oreille. Bon, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'à Memphis, même en son absence, on arrive à trouver des solutions pour s'imposer, notamment grâce à un bon collectif. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'avec son jeu dangereux et son physique très faible, on voit bien que ses jambes sont pas épaisses, le risque de blessure importante est permanent. Alors vous allez me dire que généralement, on s'en remet des blessures, encore plus à 23 ans, et encore plus en 2022, c'est vrai. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est que pour un joueur qui utilise autant ses qualités athlétiques, une rupture des croisés par exemple, même si je ne veux pas du tout lui porter la poisse, pourrait être dévastatrice. Si ça doit limiter ses capacités pour accéder au cercle, c'est tout son jeu qui s'en verra transformé, et dans ces conditions, ses faiblesses au shoot pourraient devenir rédhibitoires. Si Ja Morant, avec l'âge, l'usure ou les blessures, perd ce qui fait aujourd'hui qui est Ja Morant, ça pourrait faire mal. Alors oui, j'ai l'impression qu'il en est conscient et qu'il fait désormais de plus en plus attention suite à ses dunks à retomber de la manière la plus équilibrée possible, mais ça ne suffira peut-être pas. Le meneur a déjà montré qu'il pouvait être fragile, et son jeu acrobatique amplifie encore davantage le risque de casse. En vrai, là j'en suis à me dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée qu'il joue plus de 60 ou 65 matchs par saison, parce qu'il faut le préserver, mais on ne va pas se mentir, s'il fait ça, ça va ralentir son développement. De plus, si certains l'imaginent déjà comme un futur MVP, ça pourrait piquer au moment des votes finaux, si chaque saison il manque un quart des matchs. Je n'en fais pas plus, encore une fois, pour ne pas lui porter l'œil, mais tout ça, il faut en être conscient. Les bases sont solides, c'est sûr, mais il y a de la route, encore une fois, et des questions auxquelles il faudra répondre avant d'imaginer Ja Morant comme un MVP. Et puis de toute façon, pour aller plus loin, même en bonne santé, même en jouant 82 matchs, pour que Ja soit MVP un jour, ça passera forcément par une bonne saison des Grizzlies. Après avoir terminé deuxième meilleur bilan de la ligue l'an dernier, il va être difficile de faire mieux, et pourtant, dans une optique de step-up, la win sera super importante pour Ja Morant, et il en est conscient. Et là, mine de rien, dans le Tennessee cet été, il y a eu quelques pertes importantes quand même, comme DeAnthony Melton ou Kyle Anderson. Jaren Jackson Jr. également, qui est une pièce essentielle du dispositif de Taylor Jenkins, pourrait manquer une bonne partie de la saison, au moins jusqu'au mois de décembre, et ça aussi ça pourrait piquer. Il en est de même pour Danny Green, arrivé en provenance de Philadelphie pendant l'intersaison, qui lui devra se remettre d'une rupture des croisés, et même s'il a un vrai rôle dans le vestiaire, tout ça, ça peut inquiéter à Memphis. Maintenant, pour contrebalancer, j'aime beaucoup la progression de Brandon Clark, qui a fait de super playoffs, et qui devrait voir ses responsabilités augmenter en début de saison suite à sa prolongation de contrat. Sa présence, je pense, devra au moins compenser certaines absences, tout comme les présences d'énormément de jeunes, qui ont tout approuvé au poste 4 et 5, ça rassure. On peut ajouter à ça Ziaire Williams, qui a montré de très bonnes choses pour sa saison rookie, et un Desmond Bane qui est attendu fort pour confirmer son excellente saison sophomore. Mais malgré tout ça, cette équipe des Grizzlies, sur le papier, est-elle meilleure que celle de l'an dernier? Je ne sais pas. Ja aura beau tout donner, j'ai quand même quelques doutes au premier abord. Sauf que ces doutes, quand je prends du recul et que je sors juste du groupe de joueurs, j'ai tendance à vite les gommer, grâce à la présence d'un seul homme, le coach Taylor Jenkins.
S'il y a un tacticien qui a réussi à faire sa place dans la ligue ces dernières années et à s'imposer comme l'une des têtes pensantes incontournables en NBA, c'est bien lui. Le mec semble juste capable de transformer tout ce qu'on lui donne en pépite d'or, et cette magie, on ne la retrouve que chez peu de coachs. Quels que soient les absents, quels que soient les adversaires, Jenkins semble bien souvent en mesure de trouver une solution au fond de sa poche, et là franchement, sur ce point il m'impressionne. Si les Grizzlies ont un meilleur bilan sans Morant qu'avec lui l'an dernier, ce n'est pas que le meneur tire son équipe vers le bas comme je l'entends parfois, ça c'est du bullshit. C'est juste que Jenkins, pour ce qui est de souder ses joueurs, de les préparer et de leur filer pile le rôle et les responsabilités dont ils ont besoin pour briller, n'est pas loin d'être un génie. À chaque entraînement par exemple, on l'a vu lors de pas mal de footage publiés cet été, il est le premier garant de la bonne ambiance dans l'équipe. Il fait des blagues, il plaisante avec les joueurs, il les trash talk et surtout il arrive à regrouper tout le monde autour de lui. Ça fait un peu monde des bisounours tout ça, c'est vrai, mais c'est assez fou. Chez les Grizzlies, tout le monde se respecte, tout le monde va écouter les autres, et franchement, GG à Jenkins pour avoir su créer cette atmosphère. C'est ensuite beaucoup plus facile de se trouver et de se compléter sur le terrain quand en amont tu as réussi à développer une telle cohésion. En fait, à seulement 38 ans, Jenkins est un joueur hyper proche de ses joueurs. Morant le considère même comme son grand frère, ce sont ses mots, je n'invente rien. Puisqu'il est ultra respecté dans sa personnalité, en plus de son humour et de sa bonne humeur, c'est sa franchise et son exigence. T'as beau être sympa, ça ne t'empêche pas d'être un compétiteur, qui ne se cache pas quand il faut taper du poing sur la table, et ça, c'est une attitude qui de toute évidence est super appréciée dans le Tennessee. Alors oui, dans l'équipe, il y a eu des départs, il y a des blessés, mais est-ce que c'est grave et est-ce que ça me suffit pour enterrer définitivement ces Grizzlies? Pas du tout. Je suis persuadé que sur son banc, parmi les jeunes, Jenkins arrivera à en trouver 1, 2, voire même 3 capables d'assumer leurs responsabilités. Jake LaRavia, Zaire Williams, David Roddy, Kenneth Lofton Jr., Kennedy Chandler, Santi Aldama, Xavier Tillman, un autre, qui vont être ceux qui vont exploser à Memphis derrière Morant sous les doigts magiques de Taylor Jenkins. Ne soyez pas surpris si cette saison, un ou plusieurs d'entre eux vous étonnent. En fait, le coach a su développer une telle camaraderie dans cette team que chaque joueur, même le dernier sur la liste, est prêt à tout donner pour prendre le relais de ses potes. Next man up, comme on dit. Quand tu développes ça dans une franchise, t'as tout gagné, ou pas loin. Encore une fois, un grand bravo à Jenkins pour ce point. Et pour revenir à Morant, quoi de mieux qu'une équipe qui win et un coach comme Jenkins pour l'aider à développer son full potentiel de superstar. On va aller droit au but, pas grand chose. Alors si on fait le bilan de cette vidéo et qu'on essaye de déceler quel est le réel potentiel de Ja Morant, qu'on essaye de voir jusqu'où il va pouvoir aller, que peut-on en conclure? Eh bien moi, je dirais que son potentiel n'a pas de limite, et même si je ne vais pas faire une Perkins en le comparant à Michael Jordan, je pense qu'il a tout dans le bagage pour devenir l'un des grands de cette ligue. Bon, c'est vrai que l'an dernier, il a déjà passé un gros cap, et son trophée de MIP n'est pas dû au hasard. Il paraît impossible d'imaginer le meneur nous repondre une saison avec de tels progrès, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne peut pas encore faire mieux? Je ne pense pas, et en vrai, globalement, tout un paquet de voyants semble allumer au vert pour qu'il aille dans ce sens. Ses qualités les plus fortes sont déjà élites, ses faiblesses principales, il travaille dessus, et pour le reste, la maturité et l'expérience devraient faire leur œuvre, que demander de plus? Il n'a que 23 ans, il semble en avoir encore beaucoup sous la pédale, et là, il faut se rendre compte qu'il est encore en train d'apprendre. Un peu plus de défense, une meilleure adresse de loin, une prise de décision encore plus propre, et hop, il peut devenir un ovni. Alors ok, ça peut paraître easy dit comme ça, mais si je le lâche facilement, c'est aussi que je l'en sens capable. Ajoutons à ça qu'autour de lui, il a une équipe très compétitive et un coach excellent, et ça en fait des arguments pour être optimiste. Donc pour moi, son plafond est clair. Si les blessures le laissent tranquille, qu'il poursuit sa progression et qu'il joue assez de matchs, il a nettement le potentiel pour être top 5 MVP. Ouais, top 5 dès la saison prochaine, carrément je me mouille. Et si tout continue en ce sens dans les saisons à venir, ce ne sera même plus un top 5, mais un top 3, voire même un top 1, why not? Pour ça, il va falloir qu'il en prouve des choses, encore et encore, et il va falloir laisser passer pas mal d'autres sous les ponts. Mais ici, on parle de son plafond, du niveau maximum qu'il pourrait avoir, alors pourquoi se limiter? Alors moi, je vais aller dans ce sens, et je vais peut-être être hyper optimiste, mais je me dis, pourquoi pas l'imaginer à terme aller toquer à la porte d'un top 50 all-time. Il en est encore loin, il va falloir qu'il coche beaucoup de cases, qu'il réussisse beaucoup d'accomplissements, mais au vu de ce qu'il a montré en 3 ans, je l'en sens tout à fait capable. C'est son plafond, à mon avis. Alors maintenant, wait and see. Voilà pour ce qui est de Ja Morant et de son plafond, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Candidat MVP la saison prochaine et top 50 all-time en fin de carrière, vous y croyez? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse comme d'habitude de connaître au maximum vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et
merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes une vraie équipe qui me permet constamment d'aller vers l'avant et de développer tous les projets. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team, vous trouverez toutes les infos dans la description. A très vite.